Bonjour à toi Chantal. Bonjour Léo. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis trop content d'enregistrer cet épisode. Après, ça fait quoi, 1 an à peu près qu'on se parle et qu'on se dit on va y arriver. En même temps, tu as eu un des jobs les plus busy de l'histoire de l'univers. Donc c'est logique qu'on ait attendu septembre pour enregistrer. On est sur le premier épisode de la saison 3. Je suis trop content de t'avoir en premier invité. Tu inaugures la saison. Donc en gros, si ça se passe bien, ça sera toi et ce sera grâce à toi. Oups. Par contre, sinon, me fais pas un début de saison, n'est-ce pas? Et du coup, on inaugure la vidéo pour la première fois aussi. Donc voilà, tu es une bêta-testeuse aujourd'hui. Okay. Ça va bien se passer. T'as plein de choses à nous raconter. J'ai trop hâte d'avoir tout ce que tu vas nous raconter en termes d'histoire. T'as vécu un des jobs les plus uniques qu'on n'ait jamais eu. Donc hâte que tu nous racontes tout ça. Avant ça, est-ce que en 2 petites minutes, tu pourrais te présenter, Chantal? Ouais, je vais essayer de me présenter vite. Donc, je suis Chantal Lanier. Donc, je suis encore la directrice déléguée Talent et Diversité de Paris 2024 pour encore quelques mois. Avant de faire ça, ce qui est un petit peu rigolo, c'est que mon premier job, c'est que j'étais prof de PS. Donc, j'ai commencé dans un gymnase de collège de banlieue. Et aujourd'hui, voilà, je me serai occupée du recrutement pour le plus gros événement sportif au monde, donc je suis assez contente de cette petite histoire. Bon, je vous passe les détails de comment on passe de prof de PS à recruteur, mais pour le coup, donc j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai eu la chance, et c'était une expérience incroyable, de participer à l'ouverture des Apple Store en France, donc beaucoup de recrutement là-dessus aussi. Et puis j'ai rejoint très brièvement Marionneau et j'ai rejoint donc le comité d'organisation des Jeux en 2018, donc ça va faire 6 ans. Et le jeu, ça a été de faire grandir cette équipe. Je crois que je suis le badge numéro 76 et qu'aujourd'hui le matricule doit être 5500 quelque chose. Donc voilà, tout ça en 5 ans et demi. Voilà l'aventure en quelques mots. C'est ouf. T'as plein de gens qui aujourd'hui parlent de genre de start-up, etc. et de early founders. Enfin, t'es arrivé au tout début d'une aventure, premier salarié. En fait, toi, ça a fait un truc pareil, mais dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde des start-up. Ouais. C'est ouf d'être arrivé si tôt dans un truc qui a grossi et j'ai trop hâte que tu me racontes tout ça au cours de l'épisode. Avant ça, j'ai une question cruciale. T'as été prof de PS. C'est quoi, du coup, ton entraînement préféré ou ton sport préféré que t'aimais faire? C'est le handball. Je suis une handballeuse invétérée. Tu continues à en faire en parallèle? J'en fais encore un peu, mais je suis plutôt en mode pré-retraite, là. Enfin, même retraite, d'ailleurs. T'es pas trop déçu, du coup, des résultats au JO? J'étais un peu déçue d'être à la finale et que ce soit pas l'équipe de France. Ouais, c'était un peu dur, mais c'est pas grave. Il y a eu des beaux matchs. C'était un très beau match. C'était une très belle compétition. J'ai pas trop regardé niveau équipe masculine, mais féminine, j'ai regardé les matchs. J'étais en tension dans mon canapé. C'était très très beau match qu'on a fait. C'était une super On n'a pas à avoir honte. Non, pas du tout. Deuxième question pour toi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Imagine, on est dans un monde utopique du recrutement. C'est quoi ton rêve le plus fou? Dans un monde parfait recrutement, qu'est-ce qui se passe? Je crois que ce qui serait génial, c'est que tout le monde, recruteur comme candidat, soit hyper transparent, qu'il n'y ait jamais de comédie, que ce soit pas la comédia dell'arte en permanence et que on puisse se dire les choses vraies. Le job, il est pourri ou pas, le candidat, il est pourri ou pas, mais chacun a ses forces et ses faiblesses et qu'on puisse se les dire en toute transparence, parce qu'il y a des mariages à faire avec les forces et les faiblesses de chacun. Donc une sorte de détecteur de mensonges ambulant, en fait, les gens seraient incapables de mentir, c'est ça? Peut-être qu'il faudrait un détecteur de mensonges, mais en tout cas que ce soit, peut-être pas que ça vienne en fait corriger, mais que en fait chacun ait compris qu'on n'a pas intérêt à se raconter des bobards, qu'en réalité c'est comme dans un couple. Je fais toujours le parallèle entre le mariage et le recrutement, mais c'est comme dans un couple. Si on montre pas son vrai visage, en fait, au bout d'un moment, il y a un problème, c'est sûr. Donc il faudrait que tout le monde ait conscience que montrer son vrai visage, c'est un peu la clé de la réussite dans la prise d'un job. Trop bien. Mais écoute, j'aimerais bien que cette utopie existe un jour. Ça serait rigolo. Ça ferait un peu épisode de Black Mirror, mais côté positif, tu vois. Genre avec des choses chouettes qui se passent. Ouais. Et dernière question, c'est les 3 questions que je posais à tous les invités de la saison 3. C'est quoi, est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Il y a des gens, des fois, des recruteurs et des recruteuses en colère. Pas trop, je suis pas en colère, je viens de vivre. Alors je suis pas quelqu'un de négatif, c'est vrai, mais surtout je viens de vivre un truc tellement magique que en fait j'aurais du mal à avoir un coup de gueule là en ce moment. Je crois que j'aurais du mal. C'est vrai. Et très bien. Passons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le gros thème qu'on a, c'est comment on construit une machine à recruter. Alors comment dit-on ça? Le comité des JO, qu'est-ce que je dis pour pas? Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Il faut aller jusqu'au bout, olympique et paralympique. Et le sigle, il y a un sigle pour dire. COJOP. Le COJOP. Est-ce qu'on dit COJOP tout le long de l'épisode? En fait, on peut dire Paris 2024. Paris 2024, c'est plus simple et c'est plus joli quand même, parce que COJOP, c'est pas le meilleur truc. Ouais. Ça me fait penser à COREP un peu, truc de où tu peux faire tes photocopies. C'est très utile au demeurant, mais c'est pas le plus mot. Donc Paris 2024. Paris 2024, ça marche très bien. Du coup, avant qu'on commence, on a 5 gros sujets qu'on va aborder pour créer cette machine de recrutement dont tu as été la pionnière. Tu pourrais être toi derrière les machines qui a mis tout ça en place. Tu as choisi le rouage, tu as choisi les ingrédients, tu as choisi les gens qui allaient utiliser ces machines. Première chose, c'est quoi un peu les grandes stats pour que les gens comprennent bien
ce que c'est Paris 2024 en termes de nombre de personnes, en termes de durée, en termes de tout ça. Dis-nous un peu des sortes de key figures, tu vois, qu'on pourrait avoir pour mieux comprendre tout ça. Ouais, pour donner quelques repères, parce qu'en fait, c'est vrai que de l'extérieur, on se rend pas trop compte de ce que c'est. Donc, en 2018, c'est donc le comité est créé en avril 2018. Il y a quelques membres du comité de candidature qui restent, donc une 50aine de personnes. Et donc, fin 2018, on est à peine 100 collaborateurs. Et moi, je suis arrivée donc, dans les 75, un truc comme ça. L'objectif, c'est d'arriver à 4500 collaborateurs. Voilà la copie. Tu as 5 ans pour arriver à 4500 collaborateurs en juillet 2024. Ce qui est un peu spécifique, c'est que tu disais tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec une start-up. C'est vraiment une start-up parce qu'on n'a rien au départ, absolument rien. Mais on sait où on va. On est sûr qu'on va y aller. C'est un peu la diff avec une start-up où on a un objectif, ça se trouve on va pas y aller. Là, on n'a pas le choix en fait. Tu peux pas dire bah non, finalement on va le faire l'année d'après. C'est pas possible. Donc on est sûr qu'on va y aller. Et puis, mais en même temps, le chemin on le connaît pas du tout. Le chemin on le connaît pas et les 4500 pour moi c'est un chiffre. Mais je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Je ne sais pas quel métier, je ne sais pas comment ça va se répartir. Donc il y a une énorme inconnue au milieu. Donc ça, c'est important de comprendre aussi ça parce que ça explique beaucoup la façon dont se construit le comité avec en plus une progression qui n'est pas du tout linéaire, mais pas du tout. C'est pas drôle sinon. Ben non, sinon c'est pas drôle. Au départ, on me disait qu'on allait doubler de volume chaque année, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc on est, pour donner des repères, en fait, début 2024, on était 2000. Donc non pas une année du tout, en fait, en 6 mois, on a recruté 2500 personnes. Donc c'est colossal. Et c'est des espèces de grosses bosses qu'on a franchies à chaque fois. Et avec un effectif d'une équipe recrutement qui est passé de donc 1 à 40 personnes à la fin. Okay. Enfin, pas tout à la fin d'ailleurs, mais bon, ça je reviendrai en détail. Mais en tout cas, au pic, on était à 40 personnes. Donc c'est colossal comme équipe. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres équipes recrutement de cette taille-là. Mais dans les grands groupes, quoi. Voilà, dans les grands groupes. Pour une boîte de cette taille, non. Pour une boîte de cette taille, ça n'existe pas parce que c'est très, 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 très compact comme aventure, quoi. Voilà, c'était juste pour vous donner un peu ces repères parce que ça explique pas mal ce qui se passe à l'intérieur. C'est assez incroyable. Puis on y reviendra aussi. Tu es la seule quasiment entreprise qui naît pour mourir. Enfin, je sais pas si c'est le bon choix de mots, mais genre en gros, tous les gens que tu recrutes, tu sais qu'à un instant T, il y a une deadline et les gens n'auront plus de job parce que par définition. Et du coup, c'est marrant, tu reviens à la vraie définition d'entreprise à la base où tu sais quand tu créais ça, c'était pour je sais pas faire une expédition maritime ou que sais-je. Tu recrutais des gens pour un temps donné, ils revenaient et puis d'entreprise. Absolument. Et ça fait partie aussi des sujets dans la marque employeur. Comment est-ce qu'on explique aux gens qu'on va les recruter pour un truc qui est éphémère 5 ans avant. Moi, j'ai appelé des gens en 2018 qui ne savaient pas que les Jeux arrivaient en France. Ils ne savaient pas. Je leur disais, ah bon, vous allez faire... Oui, les Jeux Olympiques arrivent en France dans 5 ans. Ah bon? Les gens ne le savaient pas au départ. Donc, il y avait un chemin colossal en termes de marque employeur. Et en effet, aujourd'hui, tous ces gens-là, alors certains ont fait des jobs de 5 ans, 3 ans, 2 ans, mais d'autres ont fait des jobs de 2 mois. Et c'est pas la même aventure, c'est pas le même discours, c'est pas le même process de recrutement. Il y a tout ça qui crée vraiment la singularité du sujet. Après, il y a la promesse que ils verront ça une fois. Enfin, c'est ce qu'on dit tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est le once in a lifetime en termes d'aventure que tu fais. Jamais tu auras du vivant de tous les gens qui nous écoutent là. Il y aura des JO, en tout cas d'été à Paris. Il y a potentiellement du coup hiver 2030. C'est ce qu'on disait. On ne sait pas exactement si c'est fait, pas fait à 100% ou autre. Mais sur de l'été, ça n'arrivera peut-être pas. Donc c'est assez ouf. Premier gros thème que j'ai pour toi, c'est comment du coup tu crées cette machine. Donc on te dit, t'arrives, on te dit voilà les enjeux, voilà le nombre de personnes. Comme tu dis, t'as rien, t'as pas d'outils, t'as pas d'équipe, tu sais même pas les jobs que tu sais, et tu trouves des jobs que tu connais même pas, voire qui n'existent pas autre que pour Paris 2024, mais c'est un autre sujet. Comment tu crées les bases de cette machine? Par quoi tu commences? Alors en fait, ma conviction, ça a été que le plus important, ça allait de trouver des stars, une équipe de stars pour être dans cette équipe, qu'il fallait que j'ai des outils performants très rapidement, et puis qu'on mette en place des process qu'on partage très vite avec les équipes de managers. Donc, on est parti très vite sur un premier choix d'ATS
Parce qu'au départ, en fait, oui, je fonctionnais avec mon LinkedIn et puis point barre, c'était pas très facile. C'est tant mieux. Voilà. Donc on est parti très vite sur un premier choix d'ATS. J'ai le droit de dire le nom ou pas ? T'as le droit de dire le nom, bien sûr. C'est TalentView et c'était génial. J'ai adoré bosser avec ces gens-là. C'était extraordinaire. On a grandi avec eux et c'était top. C'était absolument top. Donc on a avancé avec mettre en place cet ATS et l'adapter un maximum au process qu'on essayait d'inventer, à l'expérience candidat qu'on essayait de mettre en place. Recruter une équipe, très vite. Que je donne des repères, un peu de temps. Ouais, je suis arrivée et on est passé à 4. On est resté à 4 pendant quasiment une année. Pendant une année, quasiment, on était 4. Donc un peu le socle de cette équipe de recrutement. Et alors un élément qui est très important pour moi, c'était de créer une équipe diverse, au sens premier noble du terme. Donc je voulais des gens qui se ressemblent pas, qui me ressemblent pas, surtout pas, qui se complètent. Et donc c'était intéressant de la construire petit à petit, cette équipe, parce que en découvrant les gens, on se rendait compte que un tel c'est le dieu de la planif et il est super fort. Et c'est cool parce que moi c'est pas mon truc, c'est pas ce que j'adore faire, donc voilà, ça complétait bien. Ou un tel il est hyper fort en évaluation et donc c'est génial, on va tous s'enrichir les uns des autres. Bon bref, donc on a essayé de construire une équipe qui s'enrichit au fil de l'eau. Et ça, c'était assez passionnant. Et puis les process, là, c'était intéressant. Alors, ce qui est très spécifique, c'est que ça a beaucoup évolué, mais ça, je pense que j'y reviendrai après. Mais il faut comprendre que les managers qu'on avait au début, les directeurs, parce que c'était beaucoup des directeurs qui récupéraient, qui savaient qu'ils allaient avoir un énorme périmètre, mais qui, pour l'instant, étaient tout seuls. Eux, ils avaient besoin de se construire une équipe sans trop savoir où ils allaient, et souvent avec des backgrounds très différents en matière de recrutement. Donc il y avait des gens qui venaient de grands groupes et qui étaient très habitués à avoir du process, des gens qui venaient de l'événementiel, qui avaient été freelance toute leur vie, donc autant dire que des process de recrutement, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Des gens qui venaient de secteurs d'activité très différents, donc avec des pratiques hyper larges. Et donc essayer d'homogénéiser tout ça, c'était un vrai enjeu, en prenant le bon de chacun, des expériences de chacun, parce qu'il ne s'agissait pas d'amener sa vérité et de dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais plutôt d'essayer de s'enrichir de chacun et de construire des process qui tiennent la route et d'expliquer aux gens, et ça c'est un sacré défi. Aujourd'hui on est 100, on va être 4500, on est obligé d'avoir des process, sinon on ne va pas y arriver. On ne va pas pouvoir, des process, et là je parle de process de recrutement, mais de process RH au sens large. Rémunération, etc. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait. On ne peut pas dire, mais lui, non, en fait, il va falloir créer du cadre, parce que sinon, quand on sera 4000, on n'y arrivera pas. Oui, ça dès le début, tu le sais, c'est la différence avec des entreprises. Quand tu as une PME de 100 personnes, tu sais que tu vas pas en 5 ans passer à 4000. Sauf si vraiment, je sais pas, tu es sur un niche, une secteur niche, genre Nvidia, tu vois, qui fait des cartes graphiques, t'as l'IA qui arrive, tu peux faire des grosses croissances parce que tu as un sorte de bonus qui arrive, mais sinon c'est dur de savoir ça en avance. Je fais une mini aussi parenthèse, tu parlais du choix d'un ATS. Je redirige les gens qui nous écoutent vers l'épisode 41 qu'on a fait avec Tiziana, qui nous explique justement comment est-ce qu'on choisit un ATS. C'est un épisode qui peut aller en lien avec ce que tu dis sur. C'est hyper important pour le recrutement. Aujourd'hui, moi, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse recruter sans ATS. Et du coup, l'épisode 41, Tiziana nous explique les critères, le benchmark, comment est-ce qu'elle choisit tout ça. C'est une mini parenthèse. Comment du coup tu as dit qu'il faut des process? Est-ce que tu avais en tête tes process dès 2018 quand tu es arrivé, ou ça s'est fait petit à petit un peu en mode agile, et par rapport aussi à ce qui se passait, comment ça se construit des process efficaces? Alors clairement, et ça c'est un point clé dans la construction de la machine, ça s'est fait de manière très itérative, parce que en fait les recrutements qu'on a faits, ils ont évolué au fil de l'eau. 2018, on recrute plutôt le sommet de la pyramide, et donc plutôt des directeurs. Donc on travaille encore avec des cabinets, on a encore des choses très pointues, on fait encore beaucoup d'approches, des choses pointues. Et puis, pour aller au bout de l'exercice, mais 2024, quand on recrute 1500 personnes en quelques mois, qui vont travailler 2 mois, clairement, c'est pas du tout la même histoire. On fait du gros volume. Session collective, tout ça. La session co à gogo, dans le sourcing, tout est collectif. Donc, très clairement, on a vraiment fonctionné de manière itérative.
avec un challenge en fait, c'est que faire évoluer ces process quand on a un ATS, justement, c'est compliqué parce que l'ATS, on le change pas, quoi. Enfin, alors si, en l'occurrence, là, on l'a changé, mais on l'a pas changé. Alors je vais expliquer ce sujet d'ATS maintenant. Parce que maintenant. Donc en fait, on a changé d'ATS au bout de 2 ans, pas parce qu'on n'était pas content de l'ATS qu'on avait, mais parce qu'on avait aussi des enjeux d'interfaçage avec plein d'autres systèmes dans la boutique, parce que c'est pareil, c'est une grosse boîte en termes de finances. Donc on avait des sujets d'interfaçage et on avait des sujets aussi quand on a un comité d'organisation, on a des partenaires et on a des engagements auprès de ces partenaires. Donc ça faisait partie un peu du panier de la mariée avec certains de nos partenaires. Donc on a dû changer d'ATS et aller sur un gros ATS du marché qu'une boîte normale installe en 3 ans. Nous, on a fait un projet de 3 mois parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et forcément, c'est compliqué quand on rentre sur une grosse machine, c'est pas comme un ATS qui arrive sur le marché et qui s'adapte en 3.3, c'est pas du tout ça. Là, à chaque fois qu'on veut faire un changement, c'est compliqué, c'est machin, c'est worldwide. Donc c'est pas la peine en fait. Très vite, on comprend qu'on va pas faire de changement et qu'on va être obligé de se glisser, de trouver comment tenir nos ambitions en termes de process dans un outil qui est clairement pas fait. C'est pas qu'il est pas fait pour nous, mais il est très bien l'outil. Sur le fond, c'est pas le sujet, mais il est pas. Pour le coup, il n'est pas suffisamment agile par rapport à l'agilité dont on a besoin dans notre fonctionnement. Ou à un moment donné, quand on a posé un process, on savait qu'on ne pourrait pas le changer à la fin. Et qu'il faudrait qu'on réussisse à recruter les 1500 personnes de la même façon, en tout cas avec le même outil que ce qu'on a fait avant. Donc ça, c'est une vraie complexité. Et si je pouvais revenir en arrière, je réfléchirais bien plus longtemps à ce sujet d'ATS et à se dire, et je serais bien plus, je pense, exigeante sur m'assurer que l'ATS va réussir à évoluer avec nous jusqu'au bout. Parce qu'en fait, quand on a un truc qui bouge comme ça, on peut pas. Ça nous a créé des difficultés. Qu'on s'est créé tout seul. Je jette la pierre à personne, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est un peu ma phrase préférée, parce que c'est beaucoup ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on allait recruter comme profil, on ne savait pas les difficultés de sourcing qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas. Et donc, il a fallu beaucoup s'adapter à ce qu'on découvrait au fil de l'eau. Oui, tu avais un ATS très très rigide et toi ton process et ta vie du quotidien était hyper souple, donc c'est, comment on dit, mettre un carré dans les ronds. C'est ça, c'est juste pas possible. Trop bien, hyper intéressant, et ce changement que tu as dû faire, et du coup tu as en plus un changement d'ATS, c'est déjà long de base. Quand tu changes pour un truc plus gros, j'imagine même pas t'as bien dû t'amuser et faire du contournement, et du coup c'est marrant d'ailleurs, t'as pas cité le deuxième, t'as cité le premier mais pas le deuxième. Je peux les citer, mais t'en as un peu dit du mal, donc on va peut-être pas... Exactement, j'ai pas envie. Et puis, franchement, je pense que c'est un super outil réellement. Ça fonctionne mais juste pas adapté à ton quotidien. Exactement, à ce pas moment-là, adapté à ce que j'avais à faire. Exactement. Ce qui est logique. Tu sais, souvent ce qui va avec la machine et l'ATS et l'équipe, c'est les KPI. Pour savoir si une machine de recrutement fonctionne, c'est qu'est-ce que tu mesures. C'est quoi, toi, les gros KPI les plus importants que tu allais mesurer dans un truc en plus qui était toujours changeant. Paris 2024 a mué à plusieurs reprises. Comment tu t'as mis ça en place et comment tu les suivais? Ça, c'est pas un truc qu'on a très bien fait, pour être tout à fait honnête. Justement parce que le KPI pertinent d'un jour n'était pas le KPI pertinent de 3 jours plus tard. Et que ces KPI, en fait, ils étaient... c'était une façon aussi pour nous, bien sûr, de piloter notre activité, mais aussi de marketer notre activité, en interne, et d'expliquer en interne ce qu'on faisait bien ou ce qu'on faisait pas bien. Donc on a beaucoup fait évoluer ce qu'on utilisait comme critères. Je donne un exemple tout bête, mais au tout début, on était hyper challengés sur notre capacité à répondre rapidement à tous les candidats en interne. C'est toi qui avais mis ce besoin en place, ou c'était Non, pour moi c'était, moi j'avais pas trop de sujets avec ça, mais nos patrons qui allaient se balader partout en France et qui avaient des gens qui les croisaient et qui leur disaient j'ai pas une réponse, ils étaient hyper challengés avec ça, et donc du coup ils me challengeaient là-dessus. Donc on a beaucoup suivi ces indicateurs-là. Dans un premier temps, donc demande un peu externe, c'était pas vraiment un outil de pilotage pour moi, mais après ce que j'avais comme enjeu de pilotage, c'était aussi de m'assurer que l'évolution de l'équipe allait avec l'évolution des volumes de recrutement. Donc comment est-ce que je m'assurais, je mesurais un peu quelle était la charge de chacun, combien de recrutements il gérait en même temps, comment il réussissait à les pourvoir dans des délais satisfaisants.
sans se cramer, parce que c'était aussi c'est un sujet permanent, ça, sans se cramer. Donc on a beaucoup suivi ça en fait, la charge de chacun en réalité et sa capacité à produire dans des délais satisfaisants. Il y a des indicateurs que j'aurais adoré avoir et qu'on n'a pas réussi à avoir et qui pour moi sont essentiels. En fait, on était complètement aveugle en termes de sourcing. On a travaillé en aveugle parce que en l'occurrence, nos outils ne nous permettaient pas de mesurer le trafic sur notre site, notre taux de conversion. Très rapidement, je n'en savais rien. La seule chose que j'ai su au début, et c'était très intéressant de le savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une actualité Paris 2024, on avait un pic monstrueux de candidatures. Monstrueux. Et donc, on a essayé de caler nos campagnes de recrutement dessus, voilà, parce qu'évidemment, on les connaissait, les événements qui allaient arriver. Donc, on a essayé d'utiliser ce levier-là comme on pouvait. C'était pas toujours un grand succès, mais Tokyo a été pour nous un très bon moment en termes de candidature. Ok, bah oui, forcément, les gens se disent ça arrive bientôt. Ouais. C'est marrant, on n'a pas prévu d'en parler, mais tu as eu évidemment un événement non prévu en 2018, c'est le Covid qui est arrivé en plein milieu. Ça a changé quoi? Tu te dis mince, ça aura pas lieu ou ça aura lieu en décalé, parce que ça fait un gros question mark en plein milieu. Quoi. On n'a pas eu trop peur que ça n'ait pas lieu ou quoi que ce soit, parce que c'était loin en fait. C'était encore loin, donc on s'est dit on aura le temps. On aura le temps. Bon, ceci étant, cette année, au mois d'avril, on s'est dit, vous savez quoi? À cette date-là, Tokyo, ils ont découvert qu'ils n'allaient pas faire les jeux. What? Donc, on a un peu... il y a des moments de tremblement un peu, mais... non, franchement, le Covid, à part comme toutes les boîtes, on a travaillé de chez nous, on s'est adapté très vite. Ça a été un peu... On a embauché, je sais pas combien... Je crois que c'était peut-être 200 personnes pendant le Covid qui ont commencé en Covid. C'était loin aussi, donc c'est normal. C'était relativement loin. Ça nous a pas inquiété par rapport à la livraison des jeux. Franchement, c'était pas trop. Et ça s'est vite résorbé aussi. Au bout de 3 mois, on s'est dit c'est bon, ça va être retour à la normale. Bon, ça a duré 1 an, la soi-disant normale de tu dois être contrôlé dans la rue, tout ça. C'était bizarre. On avait oublié ce truc-là. Genre, c'est marrant, on avait 4 ans après, on a oublié ces temps un peu étranges qu'on a pu vivre. Cool, merci pour tout ça et pour cette grosse première base. Il y a un deuxième sujet qui est hyper important quand tu du coup veux recruter en volume. Et je te l'apprends pas aux gens qui nous écoutent, c'est gérer nos managers. En recrutement, c'est un sport d'équipe. On a les recruteurs, les recruteuses, les RH qui pilotent le recrutement, mais c'est pas eux qui recrutent, c'est pas eux qui émettent le besoin, c'est pas eux à la fin qui vont choisir. Ceux qui font ça, c'est les managers. Mon associée Elise, elle aime bien dire que les recruteurs ne recrutent pas. Il accompagne le recrutement, il le pilote, il est meneur, c'est un peu le chef d'orchestre, mais c'est pas lui qui joue de l'instrument. C'est les managers qui vont être en charge du besoin et de la fin. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est intéressant de les former? Est-ce que ça a été fait? De quelle manière tu les as aidés en fait, à être recruteurs eux-mêmes? Ça, c'est un sujet absolument clé et avec le recul aujourd'hui, maintenant qu'on a fini, qui est pour moi celui qu'on aurait dû adresser encore plus fort. Pourquoi? Parce que je le disais tout à l'heure, la population de managers qu'on a au début est très hétérogène, d'une part, et l'autre caractéristique, c'est que toutes les personnes qui sont arrivées, allez, on va dire, avant probablement mars 2024, ont toutes fait au moins un recrutement. Donc il y a un nombre de personnes qui ont fait des recrutements qui est colossal et qui les ont fait très souvent alors qu'ils venaient juste d'arriver. Donc les gens sont arrivés, que ce soit en 2018 ou en 2024, il y a des gens qui sont arrivés et la première chose qu'ils ont eu à faire, c'est recruter leur équipe. Sans même avoir compris qui était la boîte, la culture, la vision. Le salaire, potentiellement. Le salaire. Enfin, franchement, c'était fou. D'ailleurs, moi, la première, moi, j'ai commencé à recruter mon équipe, j'étais même pas encore arrivée. Donc, mais c'est... donc, il y a énormément de gens qui ont dû faire du recrutement. Et au départ, on était parti pour faire des formations recrutement... Alors, je ne vais pas dire assez classique, mais où on a pris les premiers leaders, et puis on les a accompagnés, on a fait des petites formations, on s'est mis dans une salle, on a fait des simulations, c'était chouette. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte que on n'allait jamais réussir à tenir la cadence. Voilà, exactement, c'est absolument pas scalable. On a beaucoup trop de monde. Et puis, encore une fois, cette hétérogénéité était dingue. Donc, on a voulu vraiment positionner nos équipes de recruteurs en accompagnateurs, comme tu le disais très bien. C'est vraiment des, recruiting business partners, quoi. C'est vraiment ça. Parce que
d'abord, en plus, j'allais oublier de dire ça, mais on a recruté des métiers complètement improbables. Oui. Complètement improbables. Et déjà, c'est quoi les plus improbables alors, moi, il y en a un que j'aime bien citer, un job que j'aime bien citer. Un des premiers que j'ai fait, c'était un manager bouger plus. Ok, c'est quoi ce truc? Il fait quoi celui-là? Bon, voilà, les intitulés de poste en plus, c'était franchement à coucher dehors. C'était très compliqué en termes de marketing des postes. Il a fallu s'accrocher un petit peu. Mais ouais, déjà, il fallait que le recruteur comprenne le métier et ensuite qu'il accompagne bien ces gens. Alors, donc du coup, on a commencé à faire de la formation, puis après on a distillé des choses un peu dans les onboarding et tout pour que tout le monde en ait, mais c'était pas très massif. En revanche, le choix d'organisation que j'ai fait, c'est de dire que je vais dédier des recruteurs à des équipes, à des fonctions particulières, ce qui fait qu'ils vont créer une vraie relation, ils vont bien se connaître, et du coup, ils vont être capables d'être dans cette posture d'accompagnement de manière, j'allais dire, de manière profonde, quoi. Enfin, vraiment, vraiment réussie, quoi. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on a fait cette formation. Et moi, dans mon animation de mon équipe, j'essayais toujours de beaucoup creuser avec mes managers d'équipe de recrutement, là, comment ça se passe la relation avec ton directeur. Est-ce que lui, il est autonome? Et d'ailleurs, on se faisait, alors, de manière très informelle en réalité, mais avec le recul, c'était peut-être une bonne idée de le faire de manière un peu plus formelle, un espèce de ranking de niveau d'autonomie des managers. C'est important. C'est important pour calculer la vitesse où tu vas recruter. Enfin, en effet, un manager qui n'y connaît rien va être beaucoup plus lent foncièrement que quelqu'un qui a 20 ans d'XP à recrutement, tu vois. Alors, c'était pas toujours ça l'indicateur. Parfois, le très expérimenté en recrutement, en fait, nous prenait un temps de fou parce qu'il avait ses vérités, sa façon de faire, et qu'en fait, ça collait pas avec ce qu'était Paris 2024. Donc, il y avait des situations très différentes d'un manager à l'autre. Et voilà, j'essayais d'encourager les recruteurs à évaluer ce qu'était le niveau. C'était quoi les critères pour évaluer les managers plus ou moins aguerris? J'arrive pas à me souvenir de ce qu'on avait fait très précisément, mais on en avait. Alors, il y avait évidemment, est-ce que j'ai déjà fait un recrutement dans ma vie? Oui ou non. Sûr, ouais. Est-ce que j'en ai déjà fait? Oui ou non. Est-ce que je suis à Paris 2024 depuis longtemps ou pas? Parce que vous pouvez y avoir des gens qui étaient à Paris 2024 depuis 2 ans, 3 ans, mais qui n'avaient jamais fait de recrutement. Donc, eux, ça veut dire qu'ils maîtrisaient la culture, ils étaient à l'aise avec ça, mais peut-être pas le métier de recruteur. Et puis, qu'est-ce qu'on avait? Et puis, on avait aussi le niveau d'adhésion, parce que c'est tout simple, mais est-ce qu'on est avec des gens qui nous font confiance? Ou est-ce qu'on est avec des gens qui sont avec le frein à main en permanence et disent les RH donc voilà, tout ça joue un peu. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a formalisé de manière très, très forte, mais c'est quelque chose qu'on essayait d'évaluer de manière continue. Ça aurait été drôle que tu leur donnes des badges, tu sais, genre, je sais pas, tu prends genre un truc avec des Pokémon, j'en sais rien, tu prends genre un petit salamèche, putain, c'est le drac au feu. Toi, t'es salamèche, donc tu vas attendre un petit peu parce que t'es pas très mature, ok? J'aurais bien aimé voir leur tête, tu vois, genre, tu leur dis ça. Mais ok, trop bien. Donc tu disais, donc un des points clés pour les formations managers, c'est que tes recruteurs, du coup, les évaluent, les accompagnent, etc. Donc si je comprends bien, après, t'as le côté formation un peu en salle classique, tu l'as écarté ou juste tu l'as fait évoluer? Enfin, c'était quoi la forme de la formation de ces managers? Non, dans les faits, on n'était plus on a été au tout début dans de la formation en salle, mais en fait, on n'a pas su garder ça. On avait des capsules et c'était plutôt d'ailleurs, c'était pas forcément spécifiquement recrutement, mais c'était plutôt managérial, formation, un rôle de manager, mais qui inclut beaucoup de choses de recrutement. Et où on avait un module de formation en ligne que les gens pouvaient faire dans leur process d'onboarding. Mais beaucoup de coaching, du coup, c'est ce que tu en fait, c'était recruteurs et recruteuses, et ton équipe recrutement qui allait vraiment coacher. Donc en fait, c'est encore mieux qu'une formation parce que c'est méga personnalisé par rapport à leurs besoins. Ils les voyaient au quotidien, donc ils savaient très bien sur quoi ils voulaient progresser. C'était quoi, du coup, tu vois, là, c'est sur la forme, sur le fond, c'est quoi, tu penses, les éléments importants que doit savoir faire un manager qui recrute? Alors pour moi, ce qui est difficile, ce qui est un vrai enjeu, c'est de savoir formaliser son besoin. Qu'est-ce que je veux pour faire quoi? Et, alors ça c'est un peu spécifique à Paris 2024, mais qu'est-ce que cette personne va réellement faire? Parce qu'encore une fois, c'est pas comme dans une boîte standard où je recrute un contrôleur de gestion et je sais ce que fait un contrôleur de gestion. Quand je recrute un manager... Moi je sais pas perso ce qu'ils font, mais oui, tu sais. Quand je recrute un manager bouger plus, j'invente un job. Donc il faut que je sache, enfin en tant que hiring manager, il faut que je sache ce qu'il va faire et donc quelles compétences je cherche. Et donc ça, c'était un exercice hyper difficile pour les managers parce que parfois, enfin d'ailleurs souvent, évidemment, on veut un truc comme ça pour au final faire un job qui va être gros comme ça. Donc on n'est plus en radio, donc c'est bon, ça s'est vu.
On va faire, on va surdimensionner le truc et puis. Donc ça, c'est un exercice difficile et très spécifique sur lequel il fallait les accompagner. Et encore une fois, nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est. Donc il faut poser les bonnes questions pour que l'aider à se poser les bonnes questions pour arriver à la bonne cible. Ouais, donc tu formules ton besoin. Réussir à bien formuler un besoin, c'était vraiment un enjeu clé. On a l'enjeu permanent des biais. Ça, celui-là, c'est un grand classique. J'ai jamais entendu parler. C'est quoi le... Je sais pas. Donc, voilà, s'assurer que... et encore une fois, quand on n'a pas fait beaucoup de recrutement, on tombe dedans, les deux pieds dedans, et c'est normal. Et Même sûr qu'on a fait beaucoup. Voilà. Donc ça, on essaie de les accompagner un maximum. J'introduis un peu le sujet diversité là, parce que en réalité, on a toujours voulu faire de la diversité dans le recrutement et pas à côté. Et donc, c'est là aussi qu'on les a éduqués. Et une autre façon aussi d'éduquer les managers, c'est de les emmener avec nous sur le terrain de temps en temps. Okay. Donc c'est quoi, tu les fais faire du sourcing même non, quand même pas. Non, ça on n'a pas trop eu le loisir. Enfin, quoi que certains le faisaient, certains le faisaient, mais parce qu'ils pensaient qu'ils le faisaient mieux que nous. Mais non, on les a emmenés sur des forums. Ok, d'accord. Voilà, tous les événements, parce qu'une grosse partie des recrutements en effet ont dû avoir lieu sur du présentiel, sur des événements. Alors plutôt sur la fin, mais oui. Oui, voilà. Oui, pour les recrutements de masse dont tu parlais, là, où tu t'es fait 2000 et quelques personnes en espace de quelques mois. Ok, trop bien. Donc, tu travailles avec eux, tu t'assures qu'en effet, ils ne discriminent pas, qu'ils comprennent leurs biais, qu'ils évaluent efficacement. C'est quoi un peu les méthodes, du coup, d'évaluation, tu vois, qui étaient transmises? Est-ce que c'était entretien structuré, classique? Est-ce que c'était des cas pratiques, des mises en situation? Ça ressemblait à quoi? Alors, clairement, plutôt de l'entretien très structuré. Où, voilà, d'ailleurs, on a, pour les plus petits, c'était intéressant que je raconte ça. Pour les plus petits, les plus jeunes d'entre eux qui ont... les salamèches. Voilà, les salamèches, exactement. On a un espace qui était on l'a appelé notre laboratoire. C'était le recrutement des stagiaires et des alternants. En fait, on a testé toutes nos méthodes là-dedans. C'est vrai qu'en plus, les stagiaires, ils ne méritent pas une expérience candidat digne de ce nom. Mais non, justement, on leur a fait faire des trucs de fou. Les stagiaires et les alternants, mais qui sortaient clairement les managers de leur zone de confort. Et la première chose qu'on leur a fait faire, c'est... alors, ça n'a rien d'extraordinaire non plus, mais on les a fait recruter sans CV. Okay. Ce qui, en termes de biais, etc., sur les stagiaires et alternants, on sait très bien ce qu'il en est. Et en fait, on les a rentrés dans un process où ils ne voyaient pas les CV des candidats. Et on leur donnait des grilles d'entretien très structurées, dont ils ne sortaient pas vraiment. On essayait vraiment de les cadrer pour qu'ils n'en sortent pas. Et tout le travail des recruteurs derrière, c'était de leur démontrer que, tu vois, là, t'as pas posé ta question habituelle de... Oh non, je vais pas dire... Je vais peut-être pas en citer, les vérités, les défauts, ton animal préféré... Voilà, t'as pas posé... Décris-toi en 3 emojis. On a vraiment ça? Non, j'ai jamais eu, mais on sait jamais. Donc voilà, des questions vraiment... spécifiques, et on leur demandait toujours, pour qu'ils aient aussi ce sentiment que c'est pas le recruteur qui m'impose mon truc et machin, on va faire une petite question d'un cas pratique. Mais c'est toi qui la ponds. Okay. C'est toi qui, en fonction de ton métier, de ta spécificité, tu nous donnes on construit ensemble au moins une question d'une situation très pratique, très concrète, de mise en situation là en réel. Et ça a plutôt bien fonctionné. On a eu évidemment énormément de surprises. On a eu beaucoup de réfractaires. On s'est battu sur le... Ils ont dit, mais je comprends pas comment tu veux que je recrute si je vois pas le CV. Tu vas voir, tu vas y arriver. Est-ce qu'ils font du kayak ou pas? J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir absolument. Et on en a plein à qui... Parce que le deal, c'était, t'inquiète pas, tu le verras le CV à la fin. Quand tu auras fait ton choix, tu le verras le CV à la fin. Et il y en a plein qui voulaient pas les voir. Donc c'était cool. Ils voulaient même pas voir le CV. Et donc c'est surprise le jour même. Ils rencontraient le candidat quand même. Oui, mais sans avoir le CV. Et ils voyaient pas son CV. Même les réfractaires du coup étaient ok à la fin avec ça. Pas tous. T'en as toujours un ou deux. Non, on n'a pas embarqué tout le monde sur le sujet. Il y en a avec qui les combats ont été plus durs que d'autres, mais ça a pris du temps et c'était intéressant. Donc pourquoi je dis que c'était le laboratoire? C'était intéressant de le faire sur la base sur cette population-là, parce qu'en fait pour les managers, ils ont l'impression qu'il y a moins d'enjeux. Bon, ce qui n'était pas vrai du tout, parce que c'est complètement notre vivier et qu'ils nous ont totalement servi après, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, parce qu'on a testé les méthodes sur ces populations-là, on a pu le faire après sur tous les métiers. Et ça, c'était chouette. Trop bien.
Non mais c'est chouette, en vrai c'est trop cool d'avoir fait ce côté un peu genre bêta-test, tu les fais, et puis en théorie des gens qui sont un minimum engagés et pas trop réfractaires, ils sont contents d'essayer des choses. Tu vois, genre hier encore on a animé une formation avec des managers et pas recruteurs, et dès que tu leur montres une méthode qui sort de leur quotidien, en fait ils sont avares, ils sont friands de ça. Souvent on se dit, les recruteurs, je sais pas si c'est dans ton cas, quand tu as commencé le recrutement, on a peur des fois un peu des managers, on se dit mais ils vont pas être d'accord avec ce que je leur proposais, ils vont tout de suite dire non. Et quand tu arrives avec un truc structuré, efficace, prouvé scientifiquement, qui fonctionne et qui est simple à utiliser, c'est toujours un peu toutes ces conditions réunies sont là, mais bien sûr, donne-moi ça en fait, je vais te prendre ta méthode, j'arrêterai de poser les vérités et les défauts, les qualités et les défauts, parce que ça sert à rien. Donc trop bien, merci pour ça. Et t'as un pendant du coup souvent de l'évaluation, c'est l'expérience que tu fais passer. Et là, je pense qu'on touche à un sujet un peu intéressant et qu'on voulait aborder, c'est quand tu fais du recrutement en masse, c'est très dur de faire une bonne expérience. C'est logique en fait, c'est par design, tu vois. Comment tu fais pour avoir une bonne expérience candidat en recrutant de la masse en même temps? Ouais. Ça, c'est un sacré défi et c'était une vraie ambition. Ce qui, d'ailleurs, est intéressant, c'est que le job sur lequel j'étais recrutée, donc quand on a créé la fonction, ça s'appelait manager de l'expérience candidat. Okay. Donc au départ, je m'appelais comme ça. Bon, je sais pas, ça, le rôle a évolué, mais c'était vraiment un sujet important pour nous parce que, on voulait s'assurer... j'allais dire, on voulait pas être dans... En fait, c'est le plus bel événement du monde, tout le monde va venir nous voir, on s'en fout des candidats. On voulait pas être là-dedans. Oui, ça aurait pu être le cas, en effet, un peu d'une posture arrogante. Tu vois, il y a plein de boîtes comme ça, on est tellement stylé que tu vas te plier en quatre pour nous, on va pas faire l'inverse. Exactement. Okay. En fait, on avait quand même, en réalité, on demande quand même aux gens, notamment il y a 6 ans, on demandait aux gens de quitter leur job pour venir prendre un job éphémère. Donc, on n'avait pas non plus tous les atouts pour nous, sûr. Soyons clairs. Donc, c'était très important. Donc, au départ, quand on fait encore du recrutement, j'allais dire classique, les 2-3 premières années avec beaucoup de one-to-one, j'allais dire c'est relativement simple de soigner son expérience candidat. Pour moi, ça repose sur notre capacité à respecter les gens en leur répondant rapidement et correctement. Et aujourd'hui, et c'est difficile, mais aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de répondre de manière qualitative. Vous en avez utilisé du coup on en a utilisé. Après, notre problème, c'est qu'en fait, on avait été tel volume que ça devenait beaucoup trop cher pour nous. En fait, c'était plus possible, on pouvait plus le payer. C'est au sens premier du terme. Parce qu'en fait, quand on a d'énormes volumes de candidatures, il y a énormément de gens à qui il faut faire une réponse. C'est ça. Tu as des solutions comme Miago, tu connais exactement, c'est avec eux qu'on a bossé. Mais qui en effet, c'est mettre au nombre de réponses, et donc je comprends le côté budget. Il y a un moment donné où ça marchait plus. Ça marche. Et on l'a fait, je sais plus combien de temps on a bossé avec. Peut-être 1 an ou 2, je sais plus. Après, ça aurait été, tu vois, genre aujourd'hui, si tu recommençais aujourd'hui avec l'IA, aujourd'hui, tu pourrais permettre de faire plus de réponses un peu plus personnalisées et à l'échelle. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a 6 ans, l'IA, c'était un gros mot. Et puis nos volumes nous permettaient pas de le faire, et on n'avait pas le temps non plus de se pencher sur faire une étude de marché, chercher les bonnes solutions. On n'avait malheureusement pas le temps de faire ça. Donc on a essayé de faire un peu évoluer nos messages, d'y mettre autre chose que du recrutement. On a la chance d'avoir un produit qui est magique et qui fait rêver tout le monde. Donc d'essayer de faire le lien entre nos candidats et le Club Paris 2024 qui proposait plein de choses à côté. Bon, voilà, on a essayé de faire ce lien-là. Encore une fois, le volume de candidatures faisait que c'était un peu compliqué de c'est quoi à peu près les volumes, c'est dans les grandes lignes pour qu'on s'imagine ce que c'est En disant ça à l'instant, je me dis, je suis sûre qu'il va me demander. Et je ne l'ai pas. Je me dis pas de question piège. Non, c'est pas une question piège. Non, mais encore une fois, c'est l'une des limites de nos outils, c'est qu'on n'a pas très bien su piloter. Ouais, bien sûr. Encore une fois. Et t'as une idée globale ou sans je saurais même pas redonner les chiffres. Franchement, ces chiffres-là, Et des fois, sur des fois des jobs, tu vois, l'autre jour, un client qui recrute que entre guillemets, genre 500 postes à l'année, ils en ont 40 000 de candidatures. Donc et c'est une boîte qui n'est pas aussi sexy que Paris 2024. Donc tu peux t'imaginer, en effet, ça doit être on a eu des postes, on a eu des postes qui pouvaient générer des 2000 candidatures. Sur un poste. Sur un job. Wow. Pour une personne, évidemment, pas plusieurs personnes. Alors non, heureusement pour nous, plusieurs personnes. C'est l'avantage. Multiplié par. Mais il y a des postes qui ont pu générer 2000 candidatures. Ok. Et du coup, qu'est-ce que c'était toutes les choses que tu mettais en place, parce que tu avais des volumes énormes, c'était dur à gérer, tu pouvais même plus répondre à tout le monde. C'est quoi que tu faisais pour l'expérience candidat, disons, pour un peu faire un truc simple, avant qu'ils arrivent en entretien, tu vois, genre, qu'est-ce que tu faisais par rapport à ça, pendant, quand tu les as en entretien, quand tu les accueilles, s'il y avait du présentiel, visio, autre, et après, genre plutôt après, quand tu dis non. Comment tu dis non at scale? Alors en fait, ce qu'on a essayé de faire, on s'est dit, on a trop de gens, donc au lieu de faire du one-to-one, il faut qu'on fasse du one-to-many. C'était un peu notre dogme.
Et en termes pour donner un exemple d'une opération qu'on a menée, alors qui a ses limites, mais voilà, on va l'analyser ensemble. On a fait un truc qu'on a appelé la journée de détection, où en fait on a invité. Alors, comment on a fait ? On a invité plein de candidats. C'était à un moment donné, je redonne du contexte, pardon. C'était à un moment donné où on commençait à avoir des postes pour lesquels un profil pouvait correspondre à plein de postes. Et nos candidats, qu'est-ce qu'ils font ? Ils voient, parce qu'il y a des moments, il y avait 250 annonces sur notre site. Ils postulent à tout, du coup. Ils postulaient à tout. Ce qui, pour nous, est infernal en gestion, évidemment. Pour eux, est pas cool parce qu'ils ne savent pas où l'on est. Nous, on leur envoyait une réponse négative et pas 250, parce que sinon, c'était ingérable. Bon, bref, ce n'était pas satisfaisant en termes d'expérience pour les candidats et ni pour les recruteurs d'ailleurs, parce que pas efficace. Donc, on s'est dit, il faut qu'on leur explique nos métiers. Parce qu'en fait, s'ils postulent aux 250 postes, c'est parce qu'ils ont très envie, ok, mais aussi parce qu'ils comprennent rien de notre job. Et franchement, on les explique de toute façon pas très bien et je comprends qu'ils comprennent rien. Donc d'ailleurs, ça c'est aussi un truc, on aurait pu mieux décrire notre job. Mais ça c'est un travail encore... pour la prochaine fois. Oui, ce sera pour la prochaine fois. Ça fait partie des conseils qu'on donnera à Alp 2030. Mais du coup, donc on s'est dit, on va leur dire, venez nous rencontrer sur notre site. Effet waouh, tu viens sur le premier site olympique, le siège de Paris 2024, qui est un bâtiment absolument dingue. Donc, effet waouh, vous venez, c'est engageant, on a quelque chose à t'offrir, tu viens rencontrer les managers, c'est pas le forum de la porte de Versailles où tu vas avoir toutes les boîtes de la Terre, c'est tu viens rencontrer les managers de Paris 2024 qui vont t'expliquer leur job. Et comme on voulait pas non plus qu'ils aillent voir tous les managers, on leur faisait faire un petit questionnaire avec un petit bout de vidéo, un petit bout de questionnaire tout court, qui nous permettait, nous, de les orienter vers tel ou tel métier. En fait, chaque question était censée prévalider des compétences bien spécifiques qui renvoyaient vers telle ou telle famille de métiers. Et donc, en gros, en fonction de la famille de métiers vers laquelle ça orientait le candidat, on l'invitait de manière préférentielle à une mini-conférence animée par les managers de ce job-là. Et les managers en question, du coup, ils avaient une séquence de je ne sais plus combien de temps, je crois que c'était 20 minutes, où c'était vas-y, vends ton job. Vends ton job. Et puis en toute réalité, je suppose, c'est pas en mode non plus, il faut vendre, mettre des étoiles dans les yeux. C'est réalistiquement, ça ressemble à quoi ? Oui, alors il y en avait qui avaient des jobs pas très sexy. Non, mais sur le papier, quand on dit qu'on va travailler sur nettoyage et gestion des déchets, ça fait pas rêver les gens comme ça. Quand on le dit comme ça fait rêver personne. Mais en fait, eux, ils avaient l'opportunité d'expliquer l'enjeu derrière. Bien sûr. Ou l'autre exemple typique, c'était les transports, où il y a des volumes énormes. Quand on dit transport, ça n'attire personne. Ça a impacté les transports à Paris, Paris 2024 ? Ça m'étonne. Il y avait eu des travaux, les trucs comme ça ? J'ai pas eu l'impression que ça ait changé mon quotidien de francilien. Oui, et on s'imagine pas, mais c'est la base. C'est ce qu'on en parlait avant d'enregistrer, les côtés invisibles. Le côté déchet, tu le vois pas au quotidien, mais par contre, si ça se passe mal, tu le vois. Et exactement. Du coup, il faut pas que ça se passe mal. Exactement. Tous les métiers de l'ombre, en fait. C'était important pour nous de pouvoir les expliquer correctement aux candidats. Donc, on a pris le temps. Donc, on les invitait, ils allaient écouter la conférence d'un ou plusieurs d'ailleurs managers en fonction de leurs compétences. Ils avaient le droit d'aller voir l'autre aussi si jamais ça leur convenait pas. Donc en gros, on leur avait vendu le job. Et derrière, ils avaient, selon le profil, selon la typologie de job vers lesquels on les pressentait, soit ils avaient directement un entretien collectif avec des managers dans la foulée, soit ils avaient un mini-entretien avec un recruteur qui faisait vraiment une précale un peu approfondie et qui leur donnait, ou pas, un golden ticket qui les envoyait vers un entretien, vers un manager, un autre jour. C'était pas mais avec le rendez-vous. Comme ça, du coup. Exactement. L'objectif, c'était un process compact. On voit du monde, on a une décision tout de suite. Enfin, tout de suite. En tout cas, si c'était non, les gars, on leur disait, en fait, non. Ton profil, il va pas coller à aucun des métiers qu'on envisage. On avait, et ça c'était chouette aussi en termes d'expérience candidat, l'opportunité de les renvoyer vers nos prestataires en disant tu peux pas bosser pour le comité parce que nous nos postes c'est plutôt de la supervision, etc. En revanche, va voir notre partenaire Randstad qui, eux, ont plein de jobs beaucoup plus opérationnels. Voilà leur adresse, vas-y de notre part, etc. Ça, c'est négocié dans le partenariat avec eux ou c'était trop bien ? Randstad était hyper content qu'on leur envoie des candidats préqualifiés. Donc c'était un super deal. Trop bien. Donc c'était un super deal. Est-ce qu'il est reparti aussi avec une petite mascotte, une petite friche, si jamais ils n'étaient pas pris ? Alors, non.
Ça a été demandé par certains candidats? Non, mais par contre, ils avaient la photo avec les friches, la photo dans l'espace, tout ça. L'expérience était sympa. Du coup, tu as réussi en effet à scaler l'expérience candidat parce qu'ils n'étaient pas trop déçus et c'est dur de faire de la masse et d'avoir ce côté expérientiel où ils ont vécu un truc. Oui. Quand tu vas dans, je sais pas, n'importe quoi, une tour, n'importe quelle tour à la Défense, chaque expérience peut être un peu la même et c'est dur de faire un truc personnalisé. Là, c'était hyper singulier. Même s'ils n'ont pas été recrutés. En revanche, le revers de la médaille, c'est que du coup, ça a généré tellement de volume qu'on s'est retrouvé en fait. C'était pire qu'avant. Non, c'était pas pire qu'avant. On avait plein de profils qualifiés au sens que nous avions qualifié. Mais par contre, la masse à gérer derrière, elle était colossale. Le follow-up derrière, c'était dingue. Même pour nous, parce que le follow-up derrière était énorme et on n'avait pas anticipé tout ce travail de follow-up derrière. Donc on s'est retrouvé un peu noyé, on peut se le dire. Là où on avait dit aux gens, oui, on revient vers vous dans 10 jours. Ça a pris un peu plus de temps, quoi. Donc on a fait pas mal de mails de finalement ce sera dans 20 jours. Peut-être 3 mois. Voilà, c'était un peu, on a dû décaler, ce qui du coup, en fait, brûle un peu tout ce que tu as fait en termes d'expérience candidat, parce que le gars dit, tu te fous de moi ou quoi, tu m'as vendu un truc super, et puis en fait, ça... Donc bon, mais je pense que l'idée de départ était bonne, faudrait le retravailler un peu, mais on était assez contents de se focus, de comment c'était un des exemples de comment on a adapté l'expérience candidat à notre enjeu de volume à un moment donné, pour pouvoir faire un truc qui avance. Et bravo du coup pour ça, c'est chouette. Moi en effet, si t'es à refaire, tu referais plein de choses différemment, mais c'est logique. T'as un autre sujet qui est dur à faire quand on recrute à l'échelle, c'est les enjeux de la diversité, parce que dans ton rôle aujourd'hui, tu es en charge du recrutement et de la diversité. Dans beaucoup d'entreprises, moi, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi j'ai beaucoup de dirigeantes qui me disent la diversité c'est bien jusqu'à ce que je recrute beaucoup. Et après je vais privilégier la masse et le recrutement rapide, parce que la diversité par définition c'est lent, et donc si je perds du temps, moi je perds du business. C'est souvent un truc qu'on me dit quand j'aborde les sujets de diversité. Après on arrive à force de conviction et d'échange à comprendre qu'en fait non, c'est un faux problème. Comment tu fais pour faire de la diversité pareil à l'échelle au niveau de Paris 2024? En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime pas dire faire de la diversité, parce qu'en fait pour moi on ne fait pas de la diversité, on fait du recrutement en intégrant la diversité ou pas. Et en fait, dans tous nos process, on a toujours mis les enjeux de diversité au cœur. Et donc dans tous nos sourcings, systématiquement, quand on lançait des campagnes de sourcing, je reprends l'exemple de campagne d'alternance, on a fait, je sais pas combien de campagnes d'alternance, 4 je crois, 4 campagnes d'alternance à coût de 300 alternants. À chaque fois, il y avait la com un peu générique, et toujours un volet, ok, nos populations cibles, c'est quoi en matière de diversité, pardon, je vais le dire autrement. Comment est-ce qu'on veut diversifier notre sourcing? C'est quoi les cibles? Comment on les adresse spécifiquement? Et ensuite, typiquement le recrutement sans CV, ça c'est une des rares choses qu'on ait mesurées. Ça nous a permis alors l'une de nos piliers diversité, ils étaient assez simples, c'était les populations en situation de handicap. C'était inhérent à Paris 2024, parce que exactement, t'as les parents en plus. Voilà, exactement. Et le deuxième, c'était les populations issues de la Seine-Saint-Denis éloignées de l'emploi. Ça vous a pas échappé qu'on a fait la moitié des jeux quasiment en Seine-Saint-Denis. Donc c'était les deux populations, les deux piliers de notre politique diversité. Et typiquement, quand on s'est mis à faire du recrutement sans CV, les facs de Saint-Denis ont eu un grand succès. Alors qu'avant, évidemment, quand on envoie un CV d'un mec de la fac de Saint-Denis, le gars qui a fait je sais pas quelle école de commerce à côté, évidemment, il brille beaucoup plus. Il brille beaucoup plus. Et en fait, ça a été hyper déterminant pour changer la donne. Et comme on l'a fait très tôt, on a changé les représentations de nos managers qui se sont dit « Ah bah ouais, mais ceux-là, ils sont super ». Et puis, les petits gars de Seine-Saint-Denis qu'on a recrutés en 2020, c'est eux qui ont recruté en 2024. Ils sont devenus managers, directeurs, après directrices, trop bien. Exactement. Donc tous ces gens-là, ils ont cru avec nous. Et donc du coup, ça a permis ce cercle vertueux de progresser. Et c'est clair que le visage de Paris 2024 en 2018 n'est pas du tout le visage en 2024. Alors on va pas se mentir, aussi parce qu'on a complètement changé de typologie de métier. Et que on est beaucoup plus large en termes de scope, donc c'est plus facile d'être plus divers. Et de toute façon, on avait besoin de cette diversité. Si on n'avait pas fait, si on était resté à dire on recrute que des gens, on a quasiment que recruté des gens à bac plus 5 en réalité. Au tout début, en tout cas, parce que c'est des postes d'encadrant que tu veux recruter. Alors mais qu'après, même à la fin, on avait pas les 2 derniers mois, mais encore entre janvier et mai 2024,
on est encore dans des profils de jeunes DIP, Bac+5, parce que c'est des gens qui vont encadrer des équipes, etc. Et donc, on a toujours été sur des profils très qualifiés. Enfin, très qualifié. Oui, mais tu vas côté université auquel tu ne serais pas allé avant. Exactement. Pour plein d'entreprises, l'université, déjà, c'est la diversité. Tu vois, exactement. Un très bon sketch de Karim Duval, là, tu te vois, c'est très rigolo. Okay. Genre, on a fait la diversité, on a recruté dans l'université. Gros changement. C'est ça. Donc, non, vraiment, on a essayé de l'intégrer très vite dans notre sourcing. Et puis après, parce que sourcer, c'est bien. Sélectionner, c'est bien. Après, il faut intégrer aussi. Et là, alors on a travaillé, alors on avait la chance d'avoir un référent de notre mission handicap qui est extraordinaire, que je nommerai, qui s'appelle Alexandre Dion, qui est un type extraordinaire, qui nous a beaucoup aidé, qui a été... Alors, il m'était pas rattaché, mais pour le coup, il travaillait de manière très, très étroite avec nous, tout le temps. Et en fait, là, pour le coup, c'est du one-to-one, c'est du coaching, c'est du 1-à-1, on a repéré ce candidat. Enfin, et là, je parle des situations les plus complexes où, parfois, voilà, il y a des handicaps qui sont assez lourds et ça fait peur et ça nécessite un aménagement et qu'il faut rassurer tout le monde, à la fois le candidat, à la fois le manager, sur on va se donner les moyens de t'accueillir correctement. Et puis, ce qui a permis aussi de faciliter cette intégration, c'est que, notamment sur le handicap visible, il y avait finalement beaucoup de personnes dans des situations de handicap visibles à Paris 2024 qui étaient très très intégrées, c'était très très simple. Trop bien. Et en fait, j'ai eu plusieurs fois, à multiples reprises, ce feedback, c'est incroyable le nombre de personnes en situation de handicap qu'il y a dans cette boîte. Alors qu'en réalité, on n'en avait pas énormément plus que les autres. C'est juste qu'ils n'étaient pas cachés, déjà, et que ça se passait bien, et qu'ils étaient réellement intégrés, et que c'était normal. Et puis, on a fait beaucoup de sensibilisation. Alors, évidemment, le fait d'organiser les Jeux paralympiques, ça aide. Mais via le sport, on a fait plein de sensibilisation aux pratiques paralympiques, auprès des collaborateurs, qui fait que ça a vraiment, je pense, accéléré le mouvement. Et notre conviction, en 2018, c'était de dire que si on arrive à ce que les 4500 collaborateurs de Paris 2024 soient convaincus que le handicap en entreprise, c'est pas un problème, et on a fait 4500 ambassadeurs, en fait. Bien sûr, oui, qui vont aller rayonner partout après. Trop bien. Et je pense que ça, on a réussi. Trop curieux de voir, on se reparle dans 3-4 ans, voir si ça a réussi à porter ses fruits. Mais c'est trop chouette, et c'est vrai que souvent, en effet, les sujets de diversité, t'as un peu ce côté où les entreprises vont, j'aime pas tu vois, correct, ce terme de faire de la diversité, et du coup, c'est des gens qui sont en bas, entre guillemets, de la pyramide, donc on recrute de la diversité souvent juste dans les jobs un peu d'exécutants. Quand tu montes dans les postes managers et dans les comex codir, il n'y a plus personne. Déjà, par exemple, dans les grands groupes, des fois, pour qu'il y ait des femmes, c'est déjà compliqué, alors que c'est 53% de la population active, c'est un autre sujet. Mais après, du coup, pour avoir des gens qui sont, par exemple, tu parlais des deux enjeux qui sont handicap et personnes qui sont éloignées de l'emploi à Seine-Saint-Denis, t'en trouves pas dans les comités de direction. Est-ce que là, du coup, tu aurais des stats un peu sur est-ce que même sur les métiers plus élevés dans le comité, dans Paris 2024, il y avait des gens qui, du coup, étaient issus de cette diversité? Oui, alors, en l'occurrence, sur le handicap, clairement, dans notre codir, alors je sais même, d'ailleurs, je les connais même pas tous, les personnes en situation de handicap, parce qu'ils ne se voient pas. Il y en a qui le disent pas, exactement, tout à fait, il y en a qui sont invisibles. Pas toujours, mais en tout cas, clairement, je pense qu'on a intégré ce sujet au plus haut niveau de l'organisation. Et puis alors, c'est toujours marrant parce que la diversité de la Seine-Saint-Denis, c'est toujours un sujet, parce que ça, comment tu le mesures, quoi? En France, c'est quoi? Tu fais quoi? Tu regardes l'adresse du bonhomme, tu regardes quoi, en fait? Et ça, c'est toujours un sujet un peu compliqué. Tu regardes la couleur de sa peau, tu regardes son nom. C'est tellement tricky. Et les gens osent pas aussi. Enfin, tu sais pas, en fait, comment tu marches sur des œufs, parce que si t'as pas envie de faire une... Et souvent, j'ai envie de dire, la plupart du temps, c'est non voulu. Les gens ont juste peur de faire une bêtise. Après, il y en a, c'est juste, ils aiment discriminer, et c'est ancré, et c'est direct, mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, je suis d'accord, tu sais pas trop comment faire, donc c'est compliqué, ça. Ça se mesure pas. Moi, je considère que ça se mesure pas, en fait. Et qu'encore une fois, sur ces sujets-là, pour moi, l'enjeu, c'est de se donner les moyens d'eux. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que je suis allée dans une fac de Seine-Saint-Denis, si les gens étaient pas bons, ils sont pas bons, et je les recruterai pas, et il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, il faut se donner les moyens d'aller chercher les gens là où ils sont, de s'assurer que les gens sachent qu'ils sont les bienvenus. Ça, c'était un enjeu essentiel. Comment tu sais ça, des rôles modèles un peu, des gens qui donnent envie? L'autocensure, lutter contre l'autocensure, c'est essentiel. C'est essentiel, en fait. Et donc, alors... c'était vrai dans mon équipe. Encore une fois, j'ai parlé de la diversité de mon équipe. Mon équipe, je pense que c'est la plus diverse de tout Paris 2024, probablement, en matière de handicap, de couleur de peau, d'origine, etc. Et d'ailleurs, on avait fait...
on avait voulu, sur notre site de recrutement, je voulais pas faire une page diversité. Je déteste ça. Je voulais pas faire souvent, c'est un peu beaucoup de diversité avec une photo Benetton. Là, je Venez voulais comme pas vous faire êtes. ça. Voilà, je voulais pas faire ça. Et par contre, ce que j'ai fait, et moi j'en suis assez fière, mais tout le monde n'aimait pas, mais moi j'en suis assez fière, j'avais raconté ce qu'était l'équipe de recrutement, dans toute sa diversité. Ce qu'il y avait comme parcours, ce qu'il y avait comme histoire de vie, d'où ils viennent, quelle langue ils parlent, quels problèmes de santé ou pas ils ont, de dire voilà, ils sont tous ça à la fois, et en fait ça marche. Et ce qui est important, c'est que tout le monde trouve sa place, quel qu'il soit. Et j'ai eu vraiment des retours de gens qui m'ont dit j'ai lu ça et je me suis sentie bienvenue. Ok. Oui, c'est juste montrer en fait que c'est possible, et plutôt que de donner des grands discours où tu dis on va faire, c'est un peu, tu vois, c'est le même sujet. Souvent, moi je compare beaucoup à la diversité, à l'écologie, et alors enfin c'est le même sujet en fait. Tout le monde dit des choses, mais c'est rare les gens qui ont des actions concrètes. Qu'est-ce que vraiment t'as fait, qu'est-ce que t'as mis en place. Là tu montres que t'as une équipe qui ensuite va faire phosphorer tout le reste de Paris 2024 parce que c'est vous qui recrutez tout le monde. Du coup si toi-même t'as une équipe qui ne serait pas diversifiée, ce serait un peu compliqué de le faire. Mais si du coup t'as des gens qui viennent, comme tu dis, de tout parcours et autres, c'est trop intéressant. Donc trop bien, bravo d'avoir ça. J'espère avoir la chance de pouvoir refaire ça un jour dans ma carrière, parce que c'est extraordinaire en fait. Déjà constituer sa propre équipe, c'est magique. De zéro, je sais que c'est magique. Et voilà. Surtout une aussi grande équipe. Surtout une aussi grande, ça c'est vraiment magique. Mais du coup, on a pu tenir cet objectif-là. Et on n'a pas choisi les gens pour la couleur de leur peau, évidemment. On les a choisis pour leurs compétences. Mais il se trouve que tout ce petit monde-là venait d'un monde très différent. Oui, pour clôturer le sujet, moi souvent ce que je dis, c'est que la diversité en recrutement, c'est tu mets les gens sur la ligne de départ, tu prends des gens qui sont divers. Après, par contre, au cours de la course, c'est que le meilleur gagne. Oui, mais absolument. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises se censurent et les candidats aussi se censurent. Et du coup, en fait, si à la ligne d'arrivée, t'as que des hommes blancs, cisgenres, surdiplômés d'HEC, oui, clairement, à la fin, t'en auras un. Mais par contre, si du coup ta ligne d'arrivée elle est multiple, là, t'as plus de chances d'avoir quelqu'un qui, par les compétences, arrive à gagner la course et pas par le fait d'être bien né, entre guillemets, comme on dit. Et je me fais une bonne phrase décisive aussi pour la dernière partie qu'on voulait aborder, qui était le management, donc la construction d'une équipe. T'as fait de 1 à 40. Elle ressemblait à quoi ton équipe en cours de route, et à la fin, c'est quoi une équipe recrutement grande qui fonctionne? C'est quoi les différents rôles? C'est quoi un peu le rythme et tout ça? Ouais. Alors d'abord, c'était passionnant de construire cette équipe-là. C'était absolument génial. J'en doute pas. Et ils étaient top. Et il me manque beaucoup. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Il reste que toi. Il reste plus que moi. Donc tu as fait 1 à 40 à 1. Ouais, c'était un peu violent. Mais j'ai les mouchoirs par là. Ouais. N'insiste pas, je vais vraiment les prendre. En fait, ça c'est un vrai sujet, parce que je me suis demandé comment est-ce qu'on allait faire pour organiser cette équipe de la manière la plus efficiente possible. Est-ce que je fais un recruteur, un territoire, et chacun a son truc, il fait son recrutement de A à Z. Est-ce que je fais une organisation avec des gens qui font que du sourcing et d'autres que de l'éval et bon. Et en fait, j'ai fait un truc un peu entre les deux, qui d'ailleurs a évolué au fil de l'eau. Au départ, j'étais plutôt partie sur un modèle en disant je vais avoir des sourceurs qui vont aller jusqu'à la précale, en gros, une précale qui vont aller sourcer les gens, aller jusque-là. Et puis après, ce qu'on appelait un recruteur senior qui va faire les entretiens et la relation avec le manager. Ok. On est parti plutôt sur ce modèle-là, mais qu'on a fait évoluer parce qu'en réalité, les sourceurs sont devenus des recruteurs. Et les recruteurs seniors sont devenus vraiment d'abord des managers d'une équipe, parce qu'ils avaient quand même 5 personnes, 4 à 5 personnes. Ok, oui, toi tu avais 4-5 managers qui même manageaient les autres, quoi. Exactement, exactement. Oui, pardon, je vais peut-être pas préciser ça. Et donc, ils s'appelaient toujours des recruteurs seniors, c'est des managers de recrutement en fait. Ils avaient donc leur équipe de 5, leur territoire, et ils étaient les leaders de la relation avec la direction et le hiring manager. Et puis après, ils organisaient, eux, dans leur équipe, comment on fonctionnait, avec parfois un recruteur qui avait une verticale, rien que pour lui, parce que la verticale était très large et qu'il se la gérait tout seul, ou d'autres qui étaient en transverse et qui venaient toujours en support. Et puis là encore, on a fait en fait... en fonction des forces de chacun. On avait des gens qui étaient super forts en sourcing et qui adoraient ça. Vas-y, va sourcer pour tout le monde et viens nous aider. Viens nous aider à trouver des managers énergie qu'on a galéré à trouver. Viens nous aider et vas-y, fais-le parce que tu sais très bien le faire. Ou d'autres qui étaient très très forts dans leur relation avec les managers et qui du coup étaient ceux qui venaient mettre de l'huile dans les rouages, etc. Donc encore une fois, la clé, ça a été d'être très souple dans l'organisation, de pas figer les choses, de pas de rien graver dans le marbre,
avec une spécificité quand même que j'ai pas dite dans cette équipe d'une 40aine de personnes. En fait, on avait une partie de l'équipe qui était des consultantes chez notre partenaire Randstad en RPO. Mais en fait, très ils étaient intégrés à l'équipe. Ils étaient totalement intégrés. Enfin, d'ailleurs, les opérationnels ne savaient pas qu'ils travaillaient, que c'était pas des salariés. Contractuellement, ils étaient. Voilà, personne ne savait ce qu'il en était. Et du coup, c'était aussi intéressant d'avoir cette approche, cette ouverture qui venait. Ils venaient souvent d'un autre monde, avec une dimension un peu différente, notamment quand on travaillait sur le volume. Ils étaient un peu plus habitués aussi à travailler sur du volume, donc c'était plutôt chouette. Et puis j'avais aussi une branche qui était intéressante. Enfin, je suis assez contente d'avoir mis en place ça. J'avais gardé une espèce de colonne transverse que j'avais appelée projet de recrutement, où en fait là-dedans j'avais je ne l'ai pas décrit, mais dans mon périmètre, j'avais aussi l'onboarding, qui est un gros sujet. Qui est la fin du recrutement, quoi. Et donc, dans cette branche transverse, on avait donc l'onboarding, on avait tous les projets de sourcing un peu complexes qu'on avait, là, typiquement journée de détection, ça, on l'a monté avec eux pour construire ça. Et toute la partie stagiaire alternant aussi, mais qu'on a toujours géré comme étant notre vivier. Ok. Eux, c'était notre vivier 2023-2024. Donc, on les a travaillés de cette façon-là. Comment est-ce que je fais pour que j'ai fait un stage en 2022, j'ai envie de revenir en 2024 pour venir à la fin des études, voilà. Donc, cette organisation-là, elle fonctionnait plutôt pas mal avec cette branche transverse, ces grands groupes par métier. On a essayé aussi, parce que c'est long parfois pour certains, c'était long d'être toujours avec les mêmes opérationnels quand c'est pas... Ça dépend des opérationnels aussi. Et c'était pas forcément que le fait de l'opérationnel, mais parfois aussi parce que je suis sur un métier qui est particulièrement complexe, où typiquement, je reparlais d'énergie tout à l'heure, énergie, à un moment donné, on tourne en rond, quoi. C'est un sujet difficile en termes de sourcing. C'est bien de demander à quelqu'un d'autre de venir s'en occuper, parce que peut-être qu'on va regarder le sujet avec un œil différent et que ça va apporter une nouvelle... Donc on a essayé aussi un peu de modifier... les têtes de pont, les faire tourner un peu ou de glisser certaines directions d'un groupe à l'autre. Donc ça, je pense que ça a plutôt bien fonctionné avec, encore une fois, dans chacun des territoires, des managers de recrutement qui étaient plutôt très autonomes. Et on essayait de travailler donc, tous ensemble pour partager nos bonnes pratiques, partager nos candidats, parce que ça, c'est devenu un enjeu très fort en 2024, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de... à partir des métiers de 2024, il y a des profils qui pouvaient faire 5 jobs différents dans la boîte, quoi. Et du coup, il fallait s'assurer qu'on ne le mette pas dans un coin, alors que si, je sais pas, ça n'a pas fité avec le manager A, en fait, ça faut pas qu'il parte. Faut pas que je le perde, ce candidat, il faut que je réussisse à animer ce vivier-là. Donc ça, c'était aussi un exercice pas facile à mener, mais très intéressant en termes d'animation managériale, parce qu'en fait, pour moi, la clé de ça, c'était d'avoir créé une vraie équipe. Et je suis... alors voilà, c'est sans doute parce que je suis handballeuse, mais pour moi, le mot équipe, c'est le mot le plus noble qui soit. Et on avait vraiment à cœur que tout le monde marche dans le même sens, qu'on y aille ensemble, qu'on vienne se soutenir quand on a des galères. Et on en a eu des galères, des moments où on s'est dit, OK, là, ici, il y a un nœud. OK, plutôt que tu travailles tout seul pendant 20 heures, on va mettre 20 personnes avec toi et ça va prendre 1 heure. Et ça, on l'a fait plein de fois pour se serrer les coudes et se dire, OK, teamwork forever, on y va. Et on va trouver des solutions ensemble, parce que parfois, tout seul, on n'y arrive pas, et c'est normal. Quand on est tous ensemble, on y arrive vachement mieux. Ce que tu dis, c'est hyper important. Tu as toujours tu vois, moi, tu as des équipes de recrutement que je vois beaucoup en formation, avec des centaines de clients qu'on a. Et souvent, c'est beaucoup des gens qui sont aussi des sommes d'individualité. Ouais. Tu vois, genre, ce qui fait qu'une équipe de recrutement, des fois, et souvent quand on fait des audits, c'est la conclusion, c'est les gens jouent solo. Et chacun. Après, tu peux avoir des très bons contributeurs individuels, chacun. Mais après, du coup, tu as le Real Madrid d'il y a 15 ans, tu vois, où du coup, ça marche pas. Parce qu'en fait, du coup, tu as des gens qui sont chacun solo dans leur coin. Et tu n'as pas l'esprit d'équipe. Inversement, tu peux avoir des petites équipes comme Brest qui font la Champions League cette année, alors que c'est Brest, tu vois, c'est pas la grosse équipe du foot historique. Et donc, ce que tu dis est très vrai, d'arriver à créer des équipes et à ce que les gens travaillent ensemble sur des problématiques communes et s'entraident. Ce qui est moins le cas en cap de recrutement, vu que tu as des objectifs individuels, tu vas peut-être moins le faire, tu vois. Je dis bien souvent moins le faire. Mais là, en interne, c'est trop bien d'avoir fait ça. Donc, bravo d'avoir créé
esprit d'équipe. Et une dernière question que j'aurais pour toi là-dessus, c'est en tant que du coup manager d'équipe recrutement, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui nous écoutent qui sont aussi managers d'équipe recrutement? Il y en a plein, et c'est un job à part de manager, hein. C'est parce que toi tu fais quasiment plus de recrutement, je pense, sur la fin, tu sais, full management, réunions, que sais-je, KPI, etc., comme on aime. C'est quoi les conseils que tu as pour des gens qui managent des recruteurs? Alors je ne sais pas si c'est spécifique aux recruteurs, enfin au fait de manager des recruteurs. Ouais. Mais peut-être parce qu'en effet, il y a cet enjeu que tu décrivais, hein, d'objectifs parfois individuels, une culture un peu qu'on peut avoir individualiste dans l'univers du recrutement. Alors d'abord, le premier conseil que je donne, c'est que si vous avez envie d'avoir une équipe de recrutement, recrutez des gens qui ont un esprit d'équipe. Déjà, à la base, c'est ballot, c'est ballot, mais moi, c'était les choses les plus importantes pour moi. Les gens que j'ai recrutés, c'est des gens en tout cas, pour qui le mot équipe faisait sens. Donc déjà, ça, c'était important. Et après, je pense que ça se fait au quotidien. C'est donner la possibilité à chacun d'exprimer ses difficultés. Et pour que les gens soient prêts à exprimer leurs difficultés, il faut exprimer les siennes. Et moi, je pense que c'est parce que j'ai dit aux gens, quand moi j'étais en galère, quand j'arrivais pas à faire des choses, c'est parce que ils savent que je sais pas tout faire, et voilà, j'ai mes fragilités, et c'est normal, que eux se sentaient capables, je pense, enfin, ils le diraient mieux que moi, hein, mais d'exprimer les leurs de difficultés et de lever la main. La première chose, c'est permettez aux gens de lever la main quand ça va pas. Et de ne pas attendre d'être au fond du trou pour lever la main, parce que c'est trop tard. Il faut lever la main très vite et dire « j'ai besoin d'aide ». Et après, on évaluera quel est le niveau d'aide dont on a besoin, la pertinence de l'aide. Est-ce que tu as besoin d'aide parce que tu t'organises comme pas bien, ou est-ce que tu as besoin d'aide parce que vraiment ton chantier il est vraiment compliqué et qu'on va tous se mobiliser pour t'aider, quoi. Donc ça, c'est une chose, c'est permettre de lever la main. Et je pense que la chance qu'on avait, c'est que ça fait partie de la culture de l'organisation. C'est vraiment quelque chose où c'est la première chose qu'on disait aux personnes en onboarding: vous ne ferez pas les jeux tout seul. Personne ne fera les jeux tout seul, personne. Donc on a tous besoin les uns des autres, donc il faut s'entraider. Donc ça, c'est important de l'instaurer et le dire et le faire. Parce que ça fait partie aussi de l'exercice. Puis il faut se marrer. Je pense qu'il faut se marrer. Franchement, le projet qu'on a vécu, c'est extraordinaire, mais c'était difficile. Enfin, je veux dire, il y a eu des moments où, franchement, on a sorti les pagaies et c'était dur. C'était vraiment dur. Ça, tu demandes à Tony si t'as besoin de sortir les pagaies. Oh là là. Bravo. Elle était pas ouf. Elle était moyenne. Non, si, elle est bien. Ça va, si tu valides. Elle est bien. Très bien. Mais ouais, des fois, franchement, c'était difficile. Mais en fait, voilà, on s'en est sorti parce que on s'est serré les coudes et parce que tout le monde savait qu'il pouvait aller taper à la porte de son voisin et dire « s'il te plaît, là, comment tu fais ? Moi, j'y arrive pas, je suis coincée, et on s'entraide. » Et ça, il faut que cette culture, elle soit installée. Alors, je sais pas si c'est... Encore une fois, c'est peut-être pas spécifique au recruteur. Enfin, si, peut-être ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'y crois pas à la prime individuelle chez un recruteur. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Et je l'ai vécu en début de carrière, mais j'y crois pas. En tout cas, je crois pas que ce soit le secret de la réussite d'une équipe. Je pense qu'une équipe qui a des objectifs collectifs, elle fonctionne tout aussi bien. Surtout en interne. En cap, c'est un autre fonctionnement, mais quoique. Mais en tout cas, en interne, ça n'a aucun intérêt. En cap, c'est parce que c'est le fonctionnement qui est installé. C'est ça. Mais si on fonctionne différemment et qu'on dit qu'aujourd'hui, collectivement, on arrive, en tant que cabinet, à fonctionner, on y arrivera. Mais c'est sûr que dès lors que la rémunération elle est individualisée, forcément on transforme les comportements, et ça c'est comme les commerciaux, hein. Mais t'as des boîtes aujourd'hui qui marchent très bien et qui n'ont plus de variables individuelles au niveau commerce. Au niveau sales, c'est des gens qui font des variables collectives et du coup ça te force, t'as envie de faire ça en équipe. On arrive à la fin. J'ai une dernière question à te poser sur ton expérience avant de poser les 3 questions que je pose à tous les invités en fin d'épisode. Cette question, c'est quoi du coup ton plus beau souvenir depuis ces quasiment 7 ans du coup passés au Paris 2024? Qu'est-ce qui te vient en premier, un ou deux vraiment beaux souvenirs que tu aurais vécu en tant que salarié de cette aventure particulière? C'est quoi le plus beau? Il y en a tellement. Franchement, non, franchement, c'est fou. T'as dû vivre des trucs, ouais. Je sais pas si c'est le plus beau, mais en tout cas, il m'a vraiment marqué et il est assez représentatif de toute cette expérience. Je pense que c'est quand la semaine dernière, vous avez peut-être noté qu'il y a eu une petite parade sur les Champs-Élysées du staff Paris 2024 et des athlètes.
Et en fait, c'était impossible pour toute l'équipe de ne pas être tous ensemble. Et donc, on a essayé ceux qui étaient là, parce que certains étaient déjà partis, mais voilà, on a défilé bras dessus, bras dessous. Un peu à la mode de CGT, c'était un peu drôle. Pour une équipe RH, c'était assez drôle, mais ça nous a fait sourire. Mais voilà, on était bras dessus, bras dessous, et pour nous, c'était cool de se sentir tous ensemble, réunis, se dire waouh, on a fait ce c'est truc-là. La concrétisation ultime de tous vos efforts depuis ces derniers mois et années, quoi. Ouais, parce qu'en plus, avec cette marée bleue là devant nous, on dit waouh, mais tous ces gens-là, c'est nous qui les avons recrutés, c'est nous qui avons fait arriver ces gens-là ici, qui leur avons permis de vivre cette expérience de malade. Au départ, enfin, pas tout seul évidemment, mais on est un des acteurs forts de ce truc-là. Et ouais, il y a beaucoup de fierté d'avoir fait ce truc-là. Trop bien, c'est beau. Sans l'émotion tu racontes tout ça, mais c'est un peu frais, chouette. mais ouais, c'est il y a une semaine. J'ai beaucoup pleuré déjà il y a une semaine, je ne repleurerai pas là maintenant. Ouais, on a beaucoup pleuré. Mais c'est logique. Merci du coup pour tous tes conseils que tu as pu donner. J'ai 3 questions que je pose à chaque invité, donc tu n'y échapperas pas. Première question, admettons demain, tu arrives sur une île déserte par hasard, on ne sait même pas comment ça s'est fait. T'as ton Opinel, t'as un peu à manger, une conserve de ce que tu veux, et parce que t'as de la chance, un contenu recrutement à consommer. Ça peut être un podcast, un article, un livre, ce que tu veux. Même pas du tout en lien avec le recrutement, un truc qui est lien avec ce que tu veux en fait. Enfin, t'as un contenu qu'à consommer. Audio, vidéo, écrit. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Un truc. Oh là là, c'est dur. Qu'est-ce que je vais prendre avec moi? Tiens, je vais prendre ça, c'est marrant. Je vais prendre le gros bouquin des compétences Lominger à laquelle j'étais biberonnée quand je travaillais chez Apple. Parce qu'en fait, ça me sert tous les jours, ce truc-là, dans ma vie de recruteur. Okay. Et puis, tu peux le revoir et les revoir, donc c'est chouette, en vrai. Et c'est cool, en fait, parce que j'adore m'amuser à associer. Je pense que si j'étais sur une île déserte, les gens me manqueraient horriblement. Et je pense que je m'amuserais à associer une compétence à une personne. Peut-être que je me fabriquerais des personnes. Tu verrais dans les nuages parmi tes collègues. Exactement. Exactement. Deuxième question, est-ce que tu as une personne qui, pour toi, mériterait de venir aussi derrière le micro Tam-Tam pour raconter ce qu'il ou elle a à dire sur le recrutement? Sans aucune hésitation, tous les gens de mon équipe, évidemment. Alors, ils sont 40. Je vais pas faire les 40. Mais je voudrais juste... j'adorerais, parce que je les adore et parce qu'on a vraiment vécu une expérience extraordinaire, citer tous mes direct reports. Alors, je vais essayer d'être bien forte. Aurélie Rata, Isabelle Boucard, Stéphanie Clermont, Ronald Nzouzi, Zoé Meps. J'en ai cité combien, là? 5, je crois, ou 6. J'en ai cité 5. Qu'est-ce qui me manque? Oh, holy shit. C'est pas grave. On dirait que ça apparaît 1h30 d'enregistrement, t'as pu, c'est plus clair, etc. Et responsabilité top. C'est bien. Et troisième et dernière question pour toi, et on aura fini cet épisode. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu as à donner pour n'importe quelle personne qui nous écoute? On a beaucoup de gens qui sont managers de recruteuses, des RH qui nous écoutent, ou des managers de plus en plus aussi qui écoutent le podcast. Est-ce que tu as une recommandation, un conseil à donner en lien avec le recrutement ou un peu en parallèle? Non, je crois que pour moi, le recrutement, c'est d'abord du bon sens. C'est beaucoup de bon sens. Et en fait, il faut aimer... Enfin, c'est une énorme tarte à la crème ce que je dis là. Mais en fait, il faut être curieux et vouloir faire des mariages. Enfin, c'est un truc d'agence matrimoniale, quoi. C'est vraiment un truc d'agence matrimoniale. Et dans l'agence matrimoniale, il y a 2 personnes, enfin 2 entités à bien connaître. Le candidat et le business. Et en fait, la clé pour moi, pour s'éclater dans un job de recrutement, c'est de s'intéresser à son business. C'est candidat, c'est obvious, donc je le dis là, mais s'intéresser à son business, mais vraiment de manière très profonde. Comprendre ce que c'est son business, comprendre ce que sont les enjeux. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre, qu'on peut essayer de se mettre dans la tête de ses managers et de comprendre les choix qu'ils vont faire. Et puis, c'est tellement intéressant, en fait. Très bien, merci pour ce beau conseil. La légende raconte qu'une personne sur 2 de ton équipe est désormais dans une agence matrimoniale qu'ils ont créée Paris 2024, Love. C'est la filiale qui n'était pas prévue. On cherche une idée de business à monter tous ensemble, donc peut-être que c'est ça. Écoute, go, ça marche, pourquoi pas.
Il y a un truc. Merci beaucoup d'être venu au micro de Tam Tam, Chantal. Tu lances cette saison 3. Je suis très content parce que tu nous as dit plein de trucs intéressants. Genre, j'ai appris plein de choses. J'espère que les gens qui nous écoutent, je sais que les gens qui nous écoutent aussi. Alors, prépare-toi parce que tu vas avoir plein de gens qui vont te féliciter par message, qui vont t'envoyer des commentaires. Cool. Souvent, ça marche bien et c'est une petite vague d'amour qui va déferler. Il y a pire quand même que des petites vagues d'amour qui déferlent. Mais donc, n'hésitez pas. Et là, si quelqu'un nous écoute et nous dit, ouais, j'ai quand même envie, mais n'hésitez pas. Ta messagerie est ouverte sur LinkedIn qui t'envoie des messages qui viennent commenter et autres. Merci d'être venu. C'était un vrai plaisir. Passe une très bonne journée et à bientôt, Chantal. Merci beaucoup. À bientôt.